Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vous explique ma décision de vendre la totalité de ma position dans TELUS, même si j'étais rendu à moins 50%, et je veux revenir sur pourquoi j'avais acheté les actions en 2021 et ce qui a changé depuis ce temps-là du côté du secteur de la télécom au Canada. Et pour la fin de l'épisode, je vous partage quelle position j'ai décidé de grossir dans mon portefeuille suite aux résultats financiers qui ont été publiés la semaine passée. Et pour commencer, je veux tout de suite préciser quelque chose d'important. Je ne vends pas TELUS parce que le prix a baissé de 50% depuis mon achat initial. Dans les faits, une action pourrait chuter de 50% et devenir extrêmement intéressante pour moi. Malheureusement, à mon avis, ce n'est pas le cas pour TELUS. Et grosso modo, je vends TELUS parce que les raisons pour lesquelles j'avais initialement acheté l'entreprise, elles ne sont plus valides aujourd'hui. Autrement dit, ma thèse d'investissement a été brisée. Et en fait, la question que je me suis posée vendredi, c'est si je n'étais pas déjà actionnaire de TELUS, est-ce que je voudrais acheter des parts de cette entreprise-là? Et en voyant les chiffres et le contexte actuel, ma réponse est non. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vendre. Et pour comprendre un peu mieux ma décision, il faut revenir en 2021. À l'époque, TELUS, ça représentait un profil assez attrayant dans le sens que l'entreprise possédait des caractéristiques défensives d'un fournisseur de télécom, mais l'entreprise affichait aussi un rythme de croissance qui était supérieur à son secteur. Et au deuxième trimestre de 2021, les revenus de TELUS étaient de 4,1 milliards et les revenus étaient en hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Du côté des bénéfices, le BAIA, lui, avait monté de 9,5% en un an. Et en 2021, la direction prévoyait encore des taux de croissance de 10% pour les revenus et de 8% pour les bénéfices. Donc, pour une entreprise en télécom, c'était un taux de croissance qui était supérieur à son industrie. Il faut comprendre que les résultats étaient soutenus par une forte augmentation du nombre de clients. TELUS avait ajouté 223 000 nouvelles connexions pendant le trimestre, soit 82 000 de plus que pendant la même période l'année précédente. Et dans ce temps-là, le taux de désabonnement des clients mobiles était de seulement 0,8%. Autrement dit, ça indiquait une excellente fidélité de la clientèle. Et la logique de mon investissement était relativement simple. TELUS investissait massivement dans ses réseaux. Là, je parle de pure fibre et du 5G. Et en 2021, on s'attendait à ce que les dépenses en capital diminuent considérablement à partir de 2023 et la réduction des investissements, c'est ça qui devait libérer davantage de liquidités pour après ça réduire la dette et continuer de faire croître le dividende. Au fait, le dividende, ça représentait une partie importante de ma thèse. En 2021, le programme de croissance du dividende chez TELUS, ça existait depuis plus de 10 ans. Évidemment, j'achetais pas juste une entreprise de télécom qui me versait un rendement des dividendes élevé. Initialement, j'achetais une entreprise qui devait faire croître ses revenus, ses profits et qui devait terminer un cycle important d'investissement. Si on avance jusqu'à aujourd'hui, il y a 5 ans qui se sont écoulés, ce qui a laissé amplement de temps à ma thèse pour se concrétiser. Mais ce qu'on peut voir au deuxième trimestre de 2026, ce sont des revenus qui ont diminué de 1% par rapport à l'année passée et un BAIA qui est en baisse de 2%. Donc, on est très loin des taux de croissance de 2021. TELUS a également déclaré une perte de 1,8 milliard. Par contre, il faut relativiser un peu, là, cette perte-là, ça provient essentiellement d'une dépréciation comptable qui est liée à TELUS Digital. La dépréciation en tant que telle, ça n'entraîne pas une sortie d'argent au niveau du cash flow, mais ça l'a quand même fait en sorte qu'il affiche une perte au trimestre. Sinon, si on compare au niveau de la croissance des abonnés, pendant le deuxième trimestre de cette année, TELUS a seulement ajouté 17 000 nouveaux abonnés mobiles. Et comme je vous dis, en 2021, l'entreprise en avait ajouté 89 000. C'est plus que 5 fois le nombre de 2026. Donc, tu le vois qu'au niveau de la croissance des abonnés, au niveau de la croissance des revenus, des profits, on n'est plus là. Et si on regarde du côté des dépenses en capital, 5 ans plus tard, TELUS est encore en train d'augmenter ses prévisions pour l'année en cours. On parle de 2,6 milliards en CAPEX. Et je vous rappelle qu'il prévoyait réduire drastiquement les dépenses en 2023 après avoir investi des milliards dans le réseau pure fibre et 5G.
L'autre chose qui a attiré l'attention des investisseurs, c'est la réduction du dividende. Le dividende trimestriel va passer de 42 cents par action à 19 cents par action. On parle d'une coupure de 55% du dividende. C'est quelque chose que j'avais déjà abordé au début de l'année. J'en avais parlé dans le podcast d'Investi. C'est-à-dire que le taux de distribution des dividendes du côté de TELUS, c'était pas quelque chose qui était soutenable dans le temps. Il aurait fallu qu'ils s'endettent pour être capable de continuer de verser le dividende. Mais le bon côté de tout ça, c'est que cette réduction-là au niveau du dividende, ça va permettre à TELUS d'économiser environ 2,7 milliards d'ici la fin de l'année 2028 et que cet argent-là, elle va être utilisé pour réduire le niveau d'endettement. Donc, à mon avis, à long terme, réduire le dividende, c'était la meilleure décision à prendre. D'après moi, ça aurait dû être fait peut-être même plus tôt parce que clairement, l'entreprise ne pouvait plus se permettre de verser autant d'argent à ses actionnaires. Mais je tiens quand même à préciser que les problèmes de TELUS ne proviennent pas uniquement de leurs décisions à l'interne. Il y a eu deux facteurs considérables qui ont nui à l'industrie de la télécommunication au Canada. Premièrement, il y a l'environnement réglementaire qui est devenu beaucoup moins favorable, c'est-à-dire que le CRTC, ils ont intervenu une couple de fois pour venir limiter certains frais qui étaient imposés aux consommateurs. On peut penser aux frais qui sont associés aux cartes SIM, aux activations et à certaines modifications de forfait. Et pour le consommateur, c'est sûr que ce sont des mesures qui sont positives, mais pour TELUS, ça élimine certaines sources de revenus et surtout, ça fait en sorte que c'est plus facile pour leurs clients de changer de fournisseur. Deuxièmement, il y a aussi eu la réduction de l'immigration au Canada depuis 2024. En fait, il faut savoir que pendant plusieurs années, le nombre d'immigrants, c'était un moteur de croissance pour les compagnies de télécom. Et c'est logique là, parce que chaque nouvel arrivant a besoin d'un téléphone et d'un forfait mobile. Et dans ce contexte-là, TELUS, Bell, Rogers, ils pouvaient tout augmenter leur nombre d'abonnés sans chercher nécessairement à aller voler les clients de leurs compétiteurs. Mais là, depuis 2024, le gouvernement fédéral cherche à ralentir la croissance démographique, à limiter l'immigration, ce qui est selon moi une bonne décision au niveau politique économique. Par contre, pour TELUS et les autres compagnies de télécom, ça fait en sorte que le bassin de nouveaux abonnés potentiels il augmente pas mal moins rapidement et lorsque la croissance de la population ralentit, ils doivent davantage se battre entre eux pour aller acquérir des clients. Et cette bataille-là, ça engendre des promotions, des rabais, des forfaits moins chers. Et c'est d'ailleurs tout ça qui explique la baisse du revenu moyen par utilisateur, qui est une des données les plus surveillées du côté de la télécom. Tout ça pour dire que j'ai décidé de vendre TELUS, non pas parce que le prix de l'action a baissé de quasiment la moitié depuis que je l'ai acheté, mais plutôt parce que ma thèse d'investissement initiale n'est plus valide. Je tiens quand même à préciser que TELUS pourrait quand même remonter. Là. Je prétends pas que l'action va nécessairement continuer de baisser à partir de là. Je suis pas en train de dire non plus que l'entreprise va disparaître ou qu'elle est sur le bord de la faillite. Ultimement, TELUS, il possède encore des infras, le réseau, des millions de clients, et le fait qu'ils réduisent leurs dividendes de moitié, comme je vous dis, c'est une bonne chose aussi. Il y a également la vente de certains actifs qui pourraient accélérer le désendettement, et il y a encore du potentiel avec TELUS Digital et TELUS Health. C'est juste que d'investir dans TELUS aujourd'hui, c'est une thèse d'investissement qui est complètement différente de celle que j'avais en 2021. On ne parle plus d'investir dans une entreprise en croissance et qui augmente son dividende à chaque année. Rendu là, c'est d'investir dans un plan de redressement et à ce moment-là, c'est de miser sur le fait que la restructuration va être une réussite et c'est ce qu'on appelle une thèse de turnaround. Mais personnellement, j'ai pas suffisamment de conviction dans TELUS pour mettre de l'argent là-dessus. Parce que sinon, j'aurais pu venir grossir ma position dans TELUS, réduire mon prix d'achat moyen, puis miser sur TELUS sur le long terme. Mais comme je vous dis, moi, je mise pas sur cette nouvelle thèse d'investissement-là. Encore là, l'action pourrait bien rebondir de 20-30% au cours des prochains mois. Ça ne changerait rien à ma décision de vendre mes actions. Et pour conclure sur TELUS, mon prix d'achat moyen, c'était autour de 26$ par action. Et cette position-là, ça représentait environ 0,5% de mon portefeuille en date de vendredi passé. Donc oui, c'était rendu une très petite position, mais
Mais il faut comprendre qu'au départ, TELUS, ça devait représenter pas loin de 2% de mon portefeuille. C'est juste que depuis ce temps-là, l'action a perdu la moitié de sa valeur, puis de l'autre bord, les autres positions de mon portefeuille ont continué de croître, ce qui fait en sorte que mécaniquement, TELUS s'est retrouvé à prendre de moins en moins de place dans mon portefeuille. Et là, c'est sûr qu'avec une position qui représente 0,5%, l'impact de la vente est assez négligeable du point de vue de l'ensemble de mes actifs, mais reste que vendre à perte, c'est jamais le fun, là. Et honnêtement, le plus difficile, c'est pas la perte en termes monétaires. Je veux dire, si je compare cette perte-là avec les gains que j'ai réalisés avec mes autres positions, c'est assez insignifiant. Il y a aussi le fait que tous les versements de dividendes que j'ai reçus pendant des années, bien, ça vient réduire partiellement la perte réelle. En fait, ce que je trouve le pire, c'est le manque à gagner que j'aurais pu faire avec le cash que j'ai investi dans TELUS. Mettons que j'avais mis la même somme d'argent dans Nvidia, bien, à la place d'être à moins 50%, ben, je serais rendu à plus 900%. Là. On s'entend, je pogne deux entreprises aux extrêmes, mais mon point, c'est que j'ai pas juste perdu la moitié de mon investissement dans TELUS, j'ai aussi perdu 5 ans de rendement qui aurait pu être obtenu avec une autre compagnie. Bref, je trouvais ça important de vous partager ça parce que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on voit souvent le monde qui parle de leur bon coup, qui montre à quel point le prix de leur action a monté, mais de l'autre bord, on les entend rarement parler de leurs erreurs et pourtant, ça fait partie de l'investissement en bourse. Il n'y a pas personne qui a juste des titres gagnants dans son portefeuille. À partir de là, il faut apprendre de ses erreurs et redéployer le capital dans les meilleures opportunités d'investissement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à vous parler de ma plus récente transaction d'achat. Je parle ici de Meta. Meta qui est déjà la deuxième plus grande position de mon portefeuille, tout juste après Microsoft. Mais ça ne m'empêche pas de continuer d'acheter lorsque je considère que le prix est sous-évalué. Après les publications des résultats financiers la semaine dernière, Meta a chuté d'environ 9%. Le marché a surtout réagi à la faiblesse du bénéfice par action et à la baisse importante du cash flow. Et dites-vous que les profits au dernier trimestre ils ont baissé de 14%, tandis que les dépenses ont bondi de 55%. Par contre, si vous creusez un peu, vous allez constater qu'une partie importante de la baisse des bénéfices, ça provient essentiellement d'éléments qui sont ponctuels, donc pas des dépenses qui sont récurrentes. Il y a notamment 2,4 milliards en provisions juridiques et 1,2 milliard en indemnité de départ. Donc, c'est deux grosses dépenses qui ne seront pas là dans les prochains trimestres. Sinon, si on regarde du côté des revenus, on peut voir que les activités publicitaires de l'entreprise continuent d'afficher une excellente performance. Meta qui a généré environ 61 milliards de dollars en revenus, qui est une hausse de 28% sur une période d'un an. Honnêtement, le problème, c'est que Meta dépense énormément d'argent pour construire des centres de données et pour augmenter sa capacité de calcul qui est liée à l'intelligence artificielle. L'entreprise prévoit encore des dépenses en capital situées entre 165 et 169 milliards pour l'ensemble de l'année. Et ça rappelle un peu les critiques vis-à-vis Meta durant la période du fameux Metaverse. Encore une fois, l'entreprise accepte de sacrifier une partie de ses profits et de son cash flow pour aller financer une technologie qu'elle considère comme essentielle pour son futur. Par contre, la grosse différence avec le Metaverse, c'est que l'IA produit déjà des résultats concrets pour la business. Ça améliore les recommandations de contenu, ça augmente l'engagement des utilisateurs et ça aide les annonceurs à obtenir de meilleurs résultats avec leur publicité. Donc le débat, c'est pas vraiment de savoir si l'intelligence artificielle sert à quelque chose pour Meta, c'est plus par rapport au rendement futur de tous ces investissements-là et surtout, c'est quoi le nombre d'années que ça va prendre avant que les dépenses se transforment en profits supplémentaires. Personnellement, j'ai profité de la baisse du prix des actions pour racheter du Meta à 530 $ US. Je considère que le marché valorise actuellement Meta comme si la croissance du CAPEX n'allait jamais avoir de fin. Pourtant, si l'entreprise décide de juste ralentir le moindrement ses investissements, l'impact sur le cash flow va être instantané. Sinon, Meta pourrait aussi décider de monétiser une partie de sa capacité de calcul excédentaire. À ce moment-là, l'entreprise pourrait vendre cette capacité-là à d'autres entreprises qui souhaitent
développer leur propre modèle d'IA. Dans tous les cas, Meta pourrait transformer une partie de ses dépenses actuelles en nouvelles sources de revenus, et si les revenus publicitaires continuent de monter pendant que les dépenses en capital ralentissent ou tout simplement que l'infrastructure commence à être monétisée, je pense que le marché pourrait revoir ses prévisions et à ce moment-là, le titre pourrait rebondir à la hausse assez rapidement, comme on l'a vu avec mes positions dans Microsoft et Amazon qui ont jumpé de plus de 15% la semaine passée, puis ça continue de monter aujourd'hui. Du moins, c'est mon opinion par rapport à Meta. Ne considérez pas ça comme une recommandation d'investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, laissez une évaluation de 5 étoiles sur Spotify ou allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sinon, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.